Mon idée, c'est vraiment de travailler sur le principe de bien commun. Comment est-ce que peut-être que l'art et les artistes peuvent, à travers leur manière de faire, de voir, euh, euh, suggérer des nouvelles formes de comportement, des nouvelles formes de pratiques, des nouvelles formes d'habitation. Euh, et l'eau est finalement le fil conducteur, je dirais le révélateur de Matza. C'est vraiment la matière première et c'est l'eau qui permet de révéler ou de mettre en lumière un certain nombre d'enjeux. Pour moi, c'est une manière d'encourager ces artistes déjà à partager leurs expériences, partager une forme de sensibilité et travailler dans une forme d'urgence. Dans les premiers jours, on a un peu apprivoisé la région ou le territoire qui entoure la cabane Concordia, avec toute l'équipe qui est avec nous. Et il se trouve qu'au fil des explorations, en même temps confronté au relevé, etc., on a trouvé une zone qui se trouve un petit peu à la limite entre deux glaciers, qui est en fait une zone qui est entre moraine et glacier de pierre, qui est très froid la nuit, mais qui chauffe beaucoup plus rapidement la journée que les alentours. Et ça s'est très vite imposé comme une sorte de lieu refuge pour nos expéditions journalières. Et puis c'est un petit peu là qu'on a tous ensemble décidé d'installer un camp de base et qui est devenu aussi le territoire de nos interventions. Il faut essayer, je sais pas. Est-ce que l'inverse marche mieux? Ah, peut-être l'inverse est mieux en fait. Ça comme tirant à la fin. On a comporté là. C'est un projet qui s'intéresse au contraste, qui s'intéresse aux extrêmes et qui pousse aussi les participants et les artistes que j'invite à un petit peu se mettre à nu, se confronter à des territoires extrêmes. C'est aussi faire face à soi, faire face à des formes d'immensité. Moi, je m'attendais quand même à ce que la Concordia UT soit plus accessible comme ça. Et puis comme on a eu un peu de la peine à arriver, on avait des sacs lourds, on a marché beaucoup. On est vraiment arrivé dans une station spatiale et je croyais aussi qu'il y aurait relativement peu de vide et on est vraiment au perché. La réalité est plus violente, entre guillemets, que ce que j'imaginais. C'est très compliqué d'être dans un endroit où on ne peut pas sortir comme ça. J'ai un gros problème là de claustrophobie et de liberté entravée. Je me suis attelé à capter des images, à trouver des choses, des formes, des lignes. Et je risque de travailler à partir de ce matériel, mais pas à partir de la station. Ciao. Ciao ciao. Je pense que c'est le départ d'un processus beaucoup plus long. J'espère qu'elle donne des effets de lumière. Mon travail a consisté à découvrir l'endroit avec des expéditions en quelque sorte, des partages aussi avec les autres. Le glacier d'Aletsch a été énormément photographié et mon objectif à moi c'était de travailler les grilles et de travailler l'enjeu et les problématiques du glacier d'Aletsch.
J'aime bien pouvoir aussi transcrire les informations d'une manière pédagogique. Et puis je rêve de pouvoir faire une infographie sur le glacier d'Aletsch, comme j'ai pu faire précédemment sur le glacier du Rhône, d'expliquer un peu l'historique et les enjeux. Pour moi, l'expérience du lieu à Aletsch, au-dessus du glacier d'Aletsch, a été beaucoup plus impressionnante et extrême que mon expérience du désert, qui était aussi plus ou moins une première fois. Ça, c'était plutôt une surprise parce que je suis suisse et de découvrir justement de telles conditions de vie et de tels paysages en Suisse. Ça a été une expérience assez forte. Dans le désert, donc c'est une région où il y a très peu de pluie. Donc j'ai fait un rainbook et j'ai proposé aux habitants, donc les 4 habitants d'Amboy, d'inscrire une goutte d'encre bleue, enfin d'aquarelle bleue, au jour correspondant quand il y aurait de la pluie. Débute en 2015, donc au moment où on y était, jusqu'en 2091. Ce que j'ai fait aussi à Amboy, c'était des dessins du lac ancien qui était sur cette région maintenant désertique, qui a été complètement asséchée, et puis aussi les eaux souterraines de la région. Donc le fil conducteur, c'est voilà, les eaux en relation à ces territoires-là. Je dois dire que l'impression la plus forte de ce paysage sur moi, ça a été voilà, cette expérience du vide, et surtout de la peur du vide. Surtout provoqué par les crevasses qu'il a fallu traverser. Et puis le vertige de cet escalier de plus de 400 marches. Après, de quelle manière cette peur du vide s'est traduite dans mon dessin. Donc j'ai commencé à faire une série d'études des crevasses. Il y a un impact climatique très fort du glacier, au niveau notamment des températures, des humidités et des vents, qui font que tout le système microclimatique et météorologique autour des glaciers est complètement perturbé par cette masse. On a en fait en permanence des vents froids descendants, ce qui va en gros à l'inverse des phénomènes climatiques qu'on a dans les autres vallées alpines. Et c'est donc ce phénomène particulier qui nous a amené à étudier plus précisément ces échanges d'air sur et aux abords du glacier. Peut-être que si on crée une maquette de ces différents plombs, avec le vent katabatique qui descend, peut-être que cette grande maquette peut s'envoler et devenir une des tables légères et éphémères de la zone. Dans le désert, on avait le sentiment d'être dans un grand territoire, une grande mer dans laquelle on pouvait se promener très facilement, alors qu'ici, sur le glacier d'Aletsch, c'est impossible de se promener sereinement, tout bouge, tout change, tout est en perpétuelle mutation. Ici, c'est impossible de vivre sans les autres, c'est impossible de vivre sans la cordée, et c'est aussi un espace qui est écrasant, qui nous tombe dessus complètement, qui nous tombe, enfin, même au propre au figuré, on voit les cailloux qui tombent, qui glissent des falaises, qui s'écroulent, qui emportent tout sur leur passage, qui détruisent aussi leur manière, toute forme de petite vie. Mais c'est des territoires durs, vraiment très très durs. Le site est extrêmement puissant et a beaucoup plus, certainement plus d'influence sur nous que le désert en a eu. On a fait une étude sur la présence ou l'absence d'eau dans l'air dans le désert, qui nous a permis d'étudier des micro-variations d'humidité à l'intérieur du désert, et puis à partir de là, de trouver des lieux particuliers dans lesquels on trouve un petit peu plus d'eau dans l'air et dans lesquels on peut commencer à le capter.
J'avais envie simplement de considérer d'énormes cailloux comme des sortes de balises qui pourraient tracer peu à peu la fonte du glacier ou l'écroulement des glaces, puisque le glacier bouge en permanence, avec l'idée qu'année après année, on pourra suivre ce caillou et peut-être une fois le retrouver, je l'espère pas au fond de la vallée, mais voilà, c'est une trace, c'est un témoin de ce à quoi on assiste aujourd'hui ici, c'est-à-dire une fonte lente mais certaine de ce monstre de glace. Pour avoir eu la chance de vivre les deux, c'est-à-dire d'une part le désert et aujourd'hui le glacier, je crois que j'ai été beaucoup plus bouleversé encore par le glacier. Je m'attendais jamais à devoir faire face à un paysage, à un environnement aussi fou, aussi à la fois somptueux, puissant, mais en même temps si fragile et instable. J'avais très envie de filmer en pellicule, dans la suite un peu des films de montagne comme ça qui étaient filmés en pellicule avec du matériel à ressort qu'on peut remonter, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de moteur, il n'y a pas besoin d'électricité. Et j'ai filmé beaucoup d'impressions comme ça, des plans fixes qui ressemblent un peu à des peintures. J'ai fait beaucoup de plans serrés, de choses qui peuvent être un peu abstraites. Et j'étais très happée par ce rapport entre le micro et le macro. Beaucoup de toutes petites choses qui se passent, par exemple le matin, quand le soleil arrive sur les plaques de glace et que l'eau se réveille. J'ai voulu enregistrer justement l'état du glacier, donc d'une part par le dessin, donc dessin d'observation finalement, l'état présent, actuel du glacier. Une autre partie du projet, ça a été de me déplacer avec un marqueur temporel, donc marquant l'année 2016, puisqu'on est en 2016, que j'ai inséré dans des photographies. Et lors d'une des expéditions, avec les deux autres femmes membres de notre équipe, on a découvert justement des restes d'un avion, un petit avion Piper suisse, avec un certain nombre d'objets, aussi des bouts d'un journal qui date probablement des années 70, et qui probablement ces restes ont ressurgi avec la fonte du glacier en fait, avec les beaux jours, le soleil, il y a les premières couches de glace qui fondent et on l'a enregistré par le biais de photographies, de films, cet état actuel en fait. Tonique, hein. C'est tonique, ça vivifie les chairs. Ah. Oh putain, c'est froid. Oui, ça pour aller nettoyer le petit frisson de glace. T'as vu comme elles sont bien? La lumière est parfaite là. Là, c'est vrai. Ouais. Elle est un peu jaune. C'est la lumière de 16h11.
le site, les discussions, les rencontres nous ont amenés sur des pistes très très différentes. Les lumières de glace, les lumières d'eau nous ont très vite fascinés. Comment est-ce que la glace devient un élément qui, dès qu'il prend un tout petit peu d'épaisseur, devient aussi presque élément de construction, il devient rocher, il devient cristal. Ça, c'est bien. Mais là, celle-là, c'est le reflet. Et une grande similitude avec Amboy, c'est qu'on a le même type de zone refuge. On a une cabane, à Amboy on avait un trailer qui était le seul endroit plus ou moins climatisé dans lequel on pouvait se retrouver et aussi se retrouver collectivement, c'est-à-dire échanger avec toute l'équipe. Et puis c'est exactement ce qu'on a ici aussi quand on remonte nos 467 marches. Et bien on se retrouve autour d'une table, dans un endroit très confiné. Et puis c'est là que se génèrent aussi des échanges vraiment très, très forts. Je crois que c'est très rare de faire ce type d'expérience qui à la fois allie la création artistique et la création de conditions de vie. Et puis après, ce qui se révèle aussi, c'est les relations de groupe qui deviennent essentielles, comment on vit ensemble ces expériences. Et à ce niveau-là, je dois dire que ça a été vraiment de très très belles expériences.